handicapés mentaux. Même à cette époque, la priorité était donnée à la normalisation et à l'intégration sociale. Sœur Gilberte Villeneuve assurait la direction des services pédagogiques. Et en 1952, les objectifs du Mont-Providence étaient clairement définis. C'était d'abord de développer toutes les facultés de l'enfant, de le rééduquer, de l'orienter vers une possibilité de vivre dans un milieu le plus normal possible. Nous pouvons dire qu'à Mont-Providence, nous sommes allés plus loin, car là, il s'agissait vraiment de réhabiliter le jeune pour vivre en dehors du milieu hospitalier, en dehors de l'institution. La sélection des enfants s'était effectuée sous la direction de spécialistes. En 4 ans, de 4 à 5 000 ont été examinés. Certains venaient de l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu, d'autres étaient abandonnés ou orphelins. Certains offraient des problèmes de comportement ou affectifs. L'examen était complet, médical, psychologique, analyse du développement. Le docteur Barbeau, psychologue, formé à Montréal et à New York, en avait la charge. Les enfants que nous avons emmenés au Mont-Providence étaient des éducables. Et quand on parle d'éducables, c'est des gens qui peuvent arriver à un certain niveau d'autonomie. Et quand on définit l'autonomie, c'est l'autonomie personnelle, sociale, professionnelle. Le film des religieuses retrace ces moments précieux de fêtes, les mascarades, les pique-niques et les promenades d'été. L'école était une ruche d'activités. En plus des cours élémentaires, on y enseignait l'ABC de divers métiers, la gymnastique. On s'y amusait beaucoup. Les enfants y habitaient à l'année longue. C'était leur foyer, entouré de religieuses qui leur étaient totalement dévouées. Le jeune abbé Roy, qui avait lui-même dominé un handicap de paralysie infantile, devint leur aumônier. Le nombre augmentait. 690 enfants au Mont-Providence en 1954. Cette année-là, tout a changé. Les budgets provenaient du département fédéral de la santé et devaient être distribués par le provincial à des institutions de santé mentale. D'autres institutions psychiatriques réclamaient plus de fonds. En plus, au journal Le Devoir, on faisait campagne pour fermer certains établissements inadéquats abritant des enfants sévèrement handicapés. Le gouvernement a dû réagir. Les religieuses n'ont pas eu le choix. Perdre toute subvention ou devenir un hôpital psychiatrique. Nous avions une mise en demeure que si nous voulions continuer à être vraiment un centre de réadaptation, un centre d'éducation, nous ne pouvions plus compter sur les subsides du ministère fédéral. On est passé d'une maison qui pensait éducation, parloir, contact maximum avec l'extérieur, dégourdir les enfants, les faire vivre, à une école, à une garderie. C'est-à-dire un endroit où on amène des gens qui sont des chroniques, qui sont des pas éducables, qui sont peut-être désentraînables dans les meilleurs cas. Pour moi, ça a été terriblement difficile à porter. Ça faisait plus de 30 ans qu'on bâtissait. Et là, d'un coup de main, on démolissait. Au niveau des changements physiques, c'est premièrement, on n'avait plus de classe. On engageait des infirmières. On nous empêchait aussi des sorties de groupe. On modifiait l'aspect physique des locaux en rajoutant plus de barrières, plus de serrures. Aussi, on a construit une clôture tout alentour de l'institution. Au lieu de nous considérer comme des êtres normaux, puis qu'il allait vers ce qu'on appelle l'école normale, puis venir, si vous voulez, comme tout le monde, et devenir des citoyens à part entière. On était considérés comme des malades. Ils étaient tellement marqués
par la proximité des malades mentaux, où ils étaient assimilés à la catégorie de malades mentaux. Et pour eux, c'était vraiment quelque chose qui les brimait tous les jours. On était considérés comme des malades mentaux. Se fait dire ça, ça a été crucial, ça a été dur. Quand on parle de dire, ben écoute, t'es malade parce que t'as pas de parents, puis ceux qui sont pas de parents, ils sont des bâtards, puis ceux qui sont pas des bâtards, ceux qui sont bâtards, ben ils sont des malades mentaux. Ça cogne, ça fait mal. Les enfants qui avaient des parents sont rentrés chez eux. Les autres ont dû demeurer au Mont-Providence, rejoints par des dizaines d'handicapés mentaux sévères. Heureusement, il y avait l'abbé Roy, toujours prêt à écouter et à aider. Ils cherchaient quelqu'un pour les aider, quelqu'un qui pouvait les sauver, si vous voulez bien. Alors là, actuellement, là, je les aime, mais je pense que j'ai déjà commencé au début là, à organiser toutes sortes de choses pour eux autres. Avec l'aide de l'abbé Roy, les garçons se sont organisés. Chaque dortoir a élu un président. C'était le début des compagnons des marronniers. 6 ans de stagnation ont suivi. Les garçons grandissaient, leur aigreur et leur agressivité aussi. Certains ont été envoyés au travail, sans formation, sans spécialisation, sur des fermes ailleurs. D'autres, comme Lucien Landry et ses amis, ont été transférés à une institution pour adultes, Saint-Jean-de-Dieu, convaincus qu'ils y resteraient jusqu'à la fin de leur jour. Lucien nous ramène au matin de son évasion. J'ai dû m'évader d'institution parce que je ne voulais pas mourir là. Parce que j'ai fait un bon matin, j'ai pris un bon déjeuner, puis j'ai quitté l'hôpital en faisant semblant de prendre une marche. Faisant semblant de prendre une marche, mais j'ai dû courir un petit peu plus loin puis prendre l'arrêt d'autobus parce qu'il y avait un stop juste devant l'institution. Mais mon rôle, pour ne pas me faire dévoiler que je m'évadais, mais que je prenais l'autobus puis me faire arrêter à Spirialis. J'ai dû me prendre le deuxième arrêt, puis là, partir. J'étais dans un état de panique ou de stupeur pour pouvoir essayer de me trouver une place où loger. Là, j'étais complètement inquiet, un peu énervé de mon côté, parce que je savais pas trop où aller. À un moment donné, j'ai pris l'autobus, puis parti en direction du centre-ville. Il n'était pas le seul. Plus de 50 ont comploté et organisé leur évasion. Par coïncidence, j'ai rencontré l'abbé qui m'a ramassé et qui m'a logé dans une famille. Alors pour moi, c'était toute une découverte, puis j'étais tout ébloui de voir ça. Puis j'étais aussi, d'un autre côté, frappé de stupeur, d'inquiétude. Parce qu'on est marqué par ça. Je pense qu'en vivant en institution, pas savoir s'organiser, puis pas connaître ce milieu-là. Mais là, c'était un contact avec la société. À tel point que le soir même, quand je suis sorti un soir, ma première sortie, c'était toute une merveille, tout un état de choses que j'ai jamais vu. J'ai pris une marche à peu près de 500 pieds environ, puis j'avais tourné tout de suite dans la maison parce que je n'en ai jamais vu. Si vous voulez peut-être de vivre en plein milieu du centre-ville comme ça. Leur vie a changé radicalement. Du jour au lendemain, ils se sont pris en main. Mais ils étaient mal préparés, naïfs, et faisaient confiance à tout le monde. On en a pris avantage, on les a exploités. Ils en sont sortis durement blessés. Plusieurs se sont adaptés difficilement, et certains ne le sont toujours pas. Ça a été difficile pour nous autres de vivre, si tu veux, parmi la société. C'est qu'en somme, on attendait de tout le monde, si vous voulez.
Parce qu'on est habitué de recevoir, si vous voulez, avec les serres et puis les choses. On est habitué de recevoir. Il y a l'effet de mentir aussi. Ça a été le plus gros handicap parce qu'on nous a appris jeunes, au lieu de dire, ben, si t'es franc, tu ne seras pas puni, ben, si t'es franc, tu avais ta volée pareil. Ça veut dire que pour nous, dans la vie, ça a toujours été cette autodéfensive-là. J'avais beau dire la vérité, ça ne changerait rien. Puis je pense que plusieurs de mes amis, ils font face à une situation comme ça aujourd'hui. Ou si on a certains problèmes de peu de connaissances dans le domaine, si tu veux, académique, dans le domaine social, puis dans le domaine aussi l'étiquette de savoir-vivre, d'une façon d'agir quand tu ne cesses que quand tu sors avec une petite fille ou quand tu assistes à différentes occasions, des soupers ou quelque chose comme ça. Pour moi, ça m'a manqué beaucoup connaître la femme. Puis disons que j'aurais aimé connaître la femme. Disons, avoir plus de contact avec. Je veux dire, avoir plus de côté d'entendre, disons, pour aller soit au vu ou aller sur le côté de plaisir, aller sur le côté de n'importe quoi, là, je ne sais pas. Là. Donc, dans ce temps-là, c'est dans cette partie-là qui m'a gêné le plus. J'ai senti un peu à part des autres parce que je n'ai pas eu ton père de ta mère. En voyant la vie que tu n'as pas vécue quand tu étais jeune, de l'extérieur. Ça demeurait toujours qu'ils étaient appelés très souvent déficients mentaux, arriérés, faibles mentaux, imbéciles même. Et toutes ces appellations, cette catégorisation les a encore marqués. Je constate que c'est un tort immense, la vie en institution. Puis je pense que je suis pas toute seule à y penser, puis ça reste quelque chose de marqué. La vie en institution a profondément marqué les compagnons. Claude Bertrand, lui, a grandement été aidé par sa femme Lise pendant sa période d'adaptation. J'ai eu pas mal de coups de foudre au tout début, mais non, je me suis pas arrêtée à ça, s'il était orphelin ou s'il y avait des parents. En s'inscrivant à des cours de natation, Lise y a rencontré Claude, entraîneur de l'équipe de compétition. Elle ne s'est jamais arrêtée au passé de Claude, mais sa famille, elle, ne l'a jamais accepté. Ça l'a beaucoup affecté au niveau de ça, au niveau du refus de la famille. C'est des journées qui ne parlent pas, il est à jongleur. Il y a des questions des fois, je pose, mais pourquoi tu agis de cette façon-là? Ben, pour quelle raison que ta famille me fait ça? Ben, je ne le sais pas. Cette expérience est fréquente pour les compagnons des marronniers, ce qui rend leur vie de couple plus difficile. Après 9 ans, c'est sûr et certain qu'on a beaucoup d'améliorations. Après 9 ans, parce qu'on a eu des situations assez délicates, qu'on a passé à travers. On a eu les 2 enfants, et puis aujourd'hui, on est encore ensemble. J'en suis très fière.